Le cessez-le-feu entre l'Amérique et l'Iran n'est pas fait pour durer. Dès l'annonce de l'accord, plusieurs versions du même accord circulaient déjà en ligne, même entre les textes persans et anglais. Les États-Unis affirment que la trêve dépend du respect de l'accord par l'Iran, tandis que l'Iran la présente comme un accord fondé sur ses propres conditions. En même temps, Israël rejette catégoriquement des éléments clés, en particulier concernant le Liban, où les combats se poursuivent. Ce ne sont pas des désaccords marginaux, et ils s'ajoutent à des complications déjà existantes comme le programme nucléaire de l'Iran, son arsenal de missiles et ses capacités en matière de drones. Un cessez-le-feu nécessite une compréhension commune des termes, mais ici, il n'y en a aucune. Plus important encore, les fondamentaux du conflit restent inchangés. Trump est entré dans la guerre avec des objectifs précis en tête, tandis que l'Iran poursuivait ses propres buts. Aucun des deux camps n'a atteint ses objectifs de manière décisive, et aucun n'y a renoncé. Et même si le cessez-le-feu tient, la posture militaire raconte une toute autre histoire. Plus de 70 avions de transport ont atterri au Moyen-Orient dans les 24 heures suivant la trêve, et plus de 50 000 soldats sont désormais déployés à la périphérie, avec des effectifs qui continuent d'augmenter. De plus, 3 porte-avions, l'USS Bush, l'USS Ford et l'USS Boxer, sont tous prêts à converger dans la région, juste au moment où le cessez-le-feu doit expirer. Les pièces du puzzle s'assemblent. En ce moment, plus que jamais, regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Pendant ce temps, Trump semble essayer de contenir les tensions avec la Chine, alors que des informations indiquent que Pékin pourrait fournir des systèmes de défense aérienne à l'Iran. Environ 36 sources ont relayé l'histoire. Mais il est difficile de déterminer ce qui se passe réellement. Chaque source présente une version différente des événements. Le changement le plus immédiat s'est produit dans le détroit d'Ormuz. Le transport maritime a repris, mais pas dans les mêmes conditions qu'auparavant. L'Iran contrôle désormais le flux. Les pétroliers circulent dans un couloir géré par le CGRI, nécessitant souvent une coordination préalable et, dans certains cas, un paiement. L'Iran facturerait $1 pour chaque baril de pétrole qui transite par le détroit, payé en crypto-monnaie ou en yuan. Avec un pétrolier typique transportant environ 2 millions de barils, cela revient à environ $2 millions par passage. En termes relatifs, c'est un coût modeste, que la plupart des pays et des compagnies maritimes peuvent accepter. Donc, cela pourrait vraiment fonctionner. Parce que le choix entre faire la guerre à l'Iran et simplement payer un petit droit est vite fait. Pour l'Iran, cependant, le même arrangement produit un résultat très différent. Au rythme observé en 2024, entre 15 et 20 pétroliers entièrement chargés traversèrent le détroit chaque jour. À environ $2 millions par navire, cela se traduit par 30 à 40 millions de dollars par jour, soit environ 11 à 14 milliards par an. C'est un énorme pactole qui ferait du détroit d'Ormuz le système de péage le plus rentable de la planète, dépassant même le canal de Suez. Pour mettre les choses en perspective, ce niveau de revenu est comparable aux budgets militaires annuels de certains petits États de la région. Pour l'Iran, cela fournirait suffisamment de liquidités pour financer la reconstruction, reconstituer les stocks militaires et absorber les coûts de la guerre en relativement peu de temps. Mais l'aspect financier n'en est qu'une partie, et ce n'est même pas la plus importante. Le contrôle du détroit d'Ormuz est avant tout un moyen de pression. Cela permet à l'Iran d'influencer non seulement si le pétrole circule, mais aussi comment il circule. Il peut ralentir le trafic, donner la priorité à certaines expéditions, ou créer de l'incertitude sans pour autant fermer complètement la voie navigable. En pratique, cela accorderait à l'Iran une capacité extraordinaire à influencer les prix mondiaux de l'énergie, peut-être plus que n'importe quel autre pays. Mais ce n'était pas l'objectif initial de la guerre, du moins pas avant que l'Iran ne transforme le détroit d'Ormuz en levier de pression. Vous voyez, les États-Unis est entré en guerre avec un ensemble d'objectifs précis. Restreindre le programme nucléaire de l'Iran, sécuriser ou retirer son stock d'uranium hautement enrichi,
réduire ses capacités de missiles, affaiblir ses réseaux de supplétifs et chercher à provoquer un changement de régime. Mais après que l'Iran a perturbé la navigation dans le détroit, rétablir l'accès est vite devenu un objectif central. Pourtant, aucun des objectifs prédéfinis n'a été atteint de manière décisive. Le programme nucléaire iranien reste en grande partie intact. Ses principales installations ont été construites pour résister à des campagnes aériennes. L'usine d'enrichissement de Fordo, par exemple, est enfouie profondément dans un terrain montagneux, dans certains cas jusqu'à 80 ou 90 mètres sous terre. Ces cibles ne peuvent pas être éliminées uniquement par des frappes conventionnelles. Au mieux, la guerre a fait reculer les Iraniens, mais pas d'une manière dont ils ne pourraient pas se remettre. Les missiles et les drones posent un problème similaire. L'Iran a perdu du matériel, mais pas les installations ni les chaînes d'approvisionnement qui permettent de les produire. L'infrastructure est dispersée, souvent dissimulée et conçue pour assurer la continuité. Il n'y a pas d'usine centralisée qui puisse être fermée, ce qui signifie que l'ensemble peut être reconstruit. Lors des conflits d'au précédents, les stocks de missiles ont été reconstitués en quelques mois, et il y a peu de raisons de penser que cette fois-ci sera différente. Les réseaux de supplétifs de l'Iran restent également en place. Ils ont subi des pertes, mais ils sont décentralisés par conception. Le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak et d'autres groupes opèrent de manière autonome, chacun avec sa propre direction, son propre financement et ses propres lignes d'approvisionnement. Cette structure décentralisée les rend résilients. La pression exercée dans une zone n'élimine pas les autres. Pendant ce temps, le gouvernement à Téhéran n'a pas non plus changé de position. Il n'y a eu aucun effondrement, aucune fragmentation et aucun signe visible de changement interne. Bien au contraire, le corps des gardiens de la révolution islamique a étendu son influence. Il a consolidé le pouvoir politique et mis de côté toute faction modérée restante. Le résultat, c'est que nous pourrions encore voir un Iran encore plus intransigeant, avec moins de contraintes internes qu'auparavant. Le seul domaine où les opérations américaines ont eu un impact clair était en mer. La marine iranienne a subi d'énormes pertes, avec plusieurs grands navires de surface coulés, y compris des frégates, des corvettes et au moins un sous-marin. Les principales bases navales le long de la côte sud, près de Bandar Abbas et de Chabahar, ont été frappées dès le début de la campagne, détruisant des navires au port avant qu'ils ne puissent se disperser. En somme, la majorité des plus grands navires de guerre iraniens ont été mis hors d'état de nuire. Cela dit, la stratégie navale de l'Iran ne dépend pas de ces navires. Sa puissance maritime repose sur des unités mobiles plus petites, des mines navales et des systèmes de missiles côtiers. Ces moyens sont plus difficiles à repérer et mieux adaptés à la géographie du Golfe, où les eaux peu profondes et la proximité de la côte iranienne limitent la portée des grandes flottes. Cet environnement favorise l'interdiction d'accès plutôt que la domination, ce que l'Iran a compris très tôt. Ainsi, les Iraniens n'ont pas besoin de contrôler la mer au sens conventionnel. Ils doivent seulement rendre la navigation suffisamment risquée pour influencer le comportement. Cela aide donc à expliquer l'issue du conflit. Les États-Unis ont exercé une pression soutenue par des frappes aériennes dans le but de forcer l'Iran à céder ou à changer de cap. En seulement 40 jours, les États-Unis ont frappé plus de 13 000 cibles à travers le pays. Et même si la reconstruction des infrastructures civiles pourrait prendre des décennies, les Iraniens n'ont jamais flanché. Ils ont résisté à la pression, gardé l'essentiel de leur dissuasion et maintenu la plupart des structures gouvernementales. En fait, l'Iran en est sorti renforcé, avec le détroit d'Ormuz désormais effectivement sous son contrôle. Cependant, du point de vue américain, cela crée un décalage. Les objectifs n'ont pas changé. Washington vise toujours à restreindre le programme nucléaire de l'Iran, à sécuriser ou éliminer son stock d'uranium hautement enrichi, à réduire ses capacités de missiles et à affaiblir ses réseaux de groupes agissant pour son compte. Des objectifs qui ont défini la campagne depuis le début. Cependant, malgré des semaines d'opérations soutenues, Trump n'est pas plus près d'atteindre ses objectifs qu'il ne l'était avant la guerre. Le cessez-le-feu actuellement en vigueur ne réconcilie pas ses positions. La guerre est peut-être terminée, mais les raisons de celle-ci subsistent. Les diplomates des États-Unis et de l'Iran doivent se rencontrer à Islamabad pour élaborer les termes d'un accord durable.
Mais le cessez-le-feu pourrait finalement ne représenter guère plus qu'une courte pause entre deux phases du conflit. Des divergences persistent entre les positions de Washington et de Téhéran, surtout concernant les principales exigences des États-Unis. Points essentiels, ils touchent au cœur de la dissuasion et la souveraineté de l'Iran. De plus, les deux parties abordent les négociations en se proclamant victorieuses, ce qui rend le compromis moins probable. Au lieu de faire des concessions, ils commencent avec des exigences maximalistes, et la proposition de l'Iran en est le reflet exact. Téhéran réclame la levée totale des sanctions, la formalisation de frais de transit à travers le détroit d'Ormuz pour financer la reconstruction, ainsi qu'un cessez-le-feu régional élargi s'étendant à des fronts comme le Liban. Les responsables américains ont rejeté la proposition en la jugeant insuffisante, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une avancée significative. Mais même là où leurs positions se rejoignent, il est difficile de transformer cela en quelque chose de concret. La levée totale des sanctions, par exemple, n'est pas quelque chose qui peut être accordé rapidement. Certaines parties du régime de sanctions américain nécessitent l'approbation du Congrès, ce qui crée des obstacles juridiques et bureaucratiques. Donc même si Donald Trump était disposé, il ne pourrait peut-être pas avancer au rythme que les négociations exigeraient. Le détroit d'Ormuz est un autre point de friction. Les États-Unis sont peu susceptibles d'accepter un accord qui légitimerait effectivement le contrôle iranien sur le détroit sans un mécanisme d'application clair. Le détroit est une artère essentielle pour les marchés mondiaux de l'énergie, et toute impression qu'il soit cédé à un seul acteur va à l'encontre des normes établies de libre circulation. L'Iran, cependant, considère sa mainmise sur le détroit comme un atout stratégique, et y renoncer maintenant reviendrait à abandonner l'un des rares avantages clairs qu'il a obtenus de la guerre. Cet écart est difficile à combler. Les missiles balistiques sont un autre point de friction. L'Iran a toujours considéré son programme de missiles comme non négociable. Après la destruction d'une partie de ses forces conventionnelles, les missiles et les drones sont désormais devenus l'épine dorsale de sa dissuasion. Accepter des limites, que ce soit sur la portée ou les capacités, affaiblirait cette posture, et il y a peu d'indications que Téhéran soit prêt à le faire. Par ailleurs, le cessez-le-feu lui-même présente des faiblesses intrinsèques. Il n'est pas clair si le Liban est inclus, et cette ambiguïté peut être exploitée. Si l'Iran accepte un accord qui exclut le Liban, il risque de donner l'impression d'abandonner le Hezbollah. Si l'Iran refuse d'aller de l'avant sans le Liban, les négociations pourraient s'effondrer. Dans tous les cas, cela ajoute de l'instabilité. La position d'Israël ajoute une autre dimension. Les Israéliens sont susceptibles de s'opposer, ou de saper activement tout accord qui préserverait la capacité de dissuasion ou la posture régionale de l'Iran. De leur point de vue, un tel accord n'est pas une solution, mais un simple report qui finirait par se retourner contre eux. C'est pourquoi les hauts responsables israéliens ont déjà dénoncé le cessez-le-feu comme une catastrophe politique. Cette position comporte ses propres risques. Cela augmente la probabilité d'une action unilatérale israélienne, soit pour saper les négociations, soit pour continuer à frapper des actifs liés à l'Iran en dehors du cadre du cessez-le-feu. Si les négociations échouent, les conséquences pourraient être immédiates. Les deux parties ont encore de nombreuses cibles et chercheraient à intensifier les hostilités pour accroître la pression. Pour les États-Unis, cela pourrait signifier l'élargissement des frappes au-delà des sites militaires pour inclure les infrastructures critiques. Pensez aux centrales électriques, aux installations de dessalement et à d'autres systèmes qui soutiennent la vie quotidienne. Les opérations terrestres deviendraient également plus plausibles, car les forces nécessaires seraient déjà en place. Ce dernier point est déjà visible en arrière-plan. Le renforcement militaire des États-Unis ne s'est pas arrêté. Les avions ravitailleurs américains continuent d'opérer dans toute la région, et encore plus de moyens sont acheminés depuis l'Europe. Pendant ce temps, d'autres unités de Marines continuent d'être déployées au Moyen-Orient. Tout cela suggère que Washington se prépare à la possibilité d'un échec de la diplomatie. Si cela se produit, si les hostilités reprennent, les États-Unis pourraient chercher des moyens de renforcer sa position avant de revenir à la table des négociations pour une deuxième série de négociations. Une option serait de s'emparer de l'une des îles au large de l'Iran. L'île de Karg possède une valeur stratégique particulière. C'est la pièce maîtresse de l'économie iranienne. La capturer serait ce qui se rapprocherait le plus d'une marche sur Téhéran, et cela pourrait suffire à changer l'équilibre.
Mais ce ne sera pas facile. Toute tentative de tenir l'île aurait un coût élevé et le combat pourrait rapidement tourner au massacre. Les États-Unis et l'Iran savent exactement où mène cette voie. La seule question est de savoir s'ils vont la suivre. C'était Caspian Report, votre hôte. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci pour votre temps et SAL.